Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'irais au tribunal pour entendre ma propre mère dire, devant un juge, que j'étais une menteuse. Mais à cet instant, dès qu'elle ouvrit la lourde porte de la salle d'audience et marcha d'un pas raide, tenant son sac comme un bouclier, je savais que rien de ce qui viendrait ne serait léger. Le silence à l'intérieur avait du poids, de l'odeur, de la texture. C'est ce genre de silence qui coupe le souffle, comme si tout le monde attendait la chute de quelqu'un. Et, par une cruelle ironie, ce jour-là, le quelqu'un semblait être moi. J'ai senti son regard sur moi, avant même que je lève la tête. Des avocats ajustant leurs cravates, une dame au dernier rang qui chuchotait quelque chose à son mari, l'internet de l'autre côté de la pièce me regardant avec une curiosité qui faisait mal. Mais rien, absolument rien, ne faisait plus mal que de voir ma mère entrer comme si elle faisait partie d'un défilé de la victoire. Son parfum passait avant tout, le même qu'elle portait quand elle voulait paraître plus forte qu'elle ne l'était vraiment. Peu après, le regard arriva, droit, froid, distant, comme si je n'étais pas une fille, comme si j'étais juste un homme de plus sur une liste de personnes qui ont déçu le monde. Elle a levé la main pour jurer la vérité. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une oppression dans la poitrine qu'aucun médecin n'aurait voulu expliquer. C'était une douleur d'âme, pas de corps. Sa main tremblait légèrement, mais sa voix non. Cette voix qui fredonnait tant d'années en me peignant les cheveux était maintenant une lame. Elle a dit que j'avais inventé des histoires, que je faisais du drame, que je déformais toujours tout. Chaque phrase faisait disparaître l'air de la pièce. Et pendant un instant, je me suis demandé si quelqu'un me croirait, ou si cette version froide qu'elle construisait serait la seule à rester. Mais quelque chose en moi tenait bon. Ce n'était pas de la fierté, ce n'était pas du courage, c'était de l'épuisement. L'épuisement accumulé des années à essayer d'être compris par quelqu'un qui a toujours préféré avoir l'air correct plutôt que d'aimer vraiment. Je respirais simplement, baissais les yeux et la laissais parler. Parce que j'ai appris, tout au long de ma vie, que parfois le silence est plus puissant que n'importe quelle réponse. Alors que le juge commençait à poser des questions, j'ai remarqué la première lueur de doute traverser son visage. C'était petit, presque imperceptible, mais il était là. Il a demandé des détails. Dates, séquences. Il lui demanda de répéter exactement ce qu'elle avait dit 5 minutes plus tôt. Et c'est là que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Ma mère avalant difficilement. Tout mon corps est devenu raide, parce qu'une partie de moi voulait encore la protéger, même si je savais tout ce qu'elle venait de me faire. Mais une autre partie, la partie fatiguée, était dans un silence absolu, attendant. Elle répéta la première phrase différemment de ce qu'elle avait dit au départ. Ensuite, il a changé l'ordre des faits. Puis, il confondit les noms. D'abord, c'était Philippe. Puis ce fut Laurent. Puis, il ne se souvenait plus qui avait fait quoi. Toute la pièce commença à murmurer. Son avocat serra la mâchoire. Et mon avocat m'a juste regardé avec ses regards qui disaient tout sans rien dire « Laisse-moi faire. Laisse faire. » À chaque contradiction, ma mère semblait rétrécir d'un demi-centimètre. Elle m'a regardé avec colère, puis avec peur, puis comme si elle cherchait un endroit où marcher. Mais il n'y avait plus de terre. Le juge lui a demandé de le répéter une dernière fois, et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le récit parfait qu'elle avait construit pendant des semaines s'effondra devant tout le monde. On aurait dit une maison construite avec des lettres mouillées, et chaque lettre tombait avec plus de honte que de soulagement. Quand la juge a fermé le dossier et soupiré, j'ai compris qu'elle avait enfin compris qu'elle avait perdu. Pas le processus, qui ne m'importait même pas à l'époque, mais j'ai perdu le masque, le contrôle, l'autorité morale que j'ai toujours cru avoir sur moi. Je me suis levée lentement, comme si je ne voulais rien provoquer d'autre. Je voulais juste sortir de là. Je voulais juste respirer l'air frais. Je voulais juste prendre ses distances avec le théâtre qu'elle avait installé. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu ce que je n'aurais jamais imaginé entendre. Ses pas courant après moi. Et puis la voix, pas la voix dure qu'elle utilisait avec le juge, mais la voix tremblante de quelqu'un qui réalise qu'elle est allée trop loin. Elle m'a appelé. Encore et encore. J'ai continué à marcher. Et c'est là que ça a cassé. J'entendis le bruit de son talon qui lâchait, les trébuchements, les pleurs. Un cri qui était peut-être du regret, peut-être de la peur, peut-être juste l'effondrement de tout ce qu'elle essayait de supporter. Je me suis arrêtée dans le couloir, mais je ne me suis pas retournée tout de suite. Parce qu'à cette seconde-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti pour elle. Je n'étais plus l'enfant,
qui suppliait la validation. J'étais quelqu'un qui avait enfin vu la vérité, nu et sans ornement. Et ce n'est pas moi qui ai révélé cette vérité. C'était elle-même, et cela a tout changé. Quand j'ai enfin tourné le visage vers ma mère debout au milieu du couloir de la salle d'audience, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais cru voir, de la fragilité. Pas cette fragilité silencieuse de quelqu'un fatigué de la vie, mais la fragilité de quelqu'un qui réalise qu'il a franchi une limite qu'il n'aurait pas dû franchir. Elle était essoufflée, la main posée sur le mur essayant de s'équilibrer, comme si le monde lui-même tournait trop vite autour d'elle. Le mascara coulait, la posture rigide qu'elle avait gardée avant la disparition du juge, et il ne restait plus qu'une femme, essayant de ramasser les morceaux d'une version qu'elle ne pouvait plus soutenir. Je suis restée immobile quelques secondes, regardant. Pas par vengeance, pas pour le plaisir, mais parce que j'avais besoin, pour la première fois, de vraiment voir qui elle était sans vernis, sans fierté, sans le bouclier de mots bien rodé. Et l'image qui s'est présentée à moi n'était pas confortable. C'était vrai. Et la vérité fait mal. Elle a essayé de prononcer mon nom, mais sa voix est sortie étranglée. Puis il essaya de nouveau, comme s'il devait m'atteindre avant que je m'échappe définitivement. Je pris une profonde inspiration, sentant un étrange mélange de compassion et de distance parcourir ma poitrine. Ce n'était plus la douleur d'une fille blessée essayant de comprendre sa mère. C'était la douleur équilibrée de quelqu'un qui reconnaît enfin sa propre histoire, sans illusion. Je fis un pas en avant, pas vers elle, mais vers la porte des orties, et cela la rendait désespérée. Elle tendit la main, comme pour retenir le vent, et faillit trébucher à nouveau. « S'il te plaît, écoute-moi. Ce n'était pas pour se passer comme ça. » Ces mots s'échappaient entre sanglots, piétinés, déconnectés, aussi fragilets que les versions qu'elle essayait de soutenir devant le juge. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma voix semblait coincée dans une boîte à l'intérieur de moi, comme si elle passait par un filtre d'années, peut-être des décennies, de tout ce qui n'avait jamais été dit entre nous. Ce n'est qu'après quelques secondes, quand j'ai réalisé qu'elle ne trouvait vraiment pas son propre axe, que j'ai enfin pris la parole. « Maman, tout ce qui s'est passé à l'intérieur, c'était toi, pas moi. » Elle ferma les yeux, comme si chaque syllabe avait touché un endroit en elle qu'elle essayait d'éviter. C'était curieux. Dans la salle d'audience, elle semblait si sûre de lui, si prête à me détruire, que voir ce démantèlement maintenant semblait presque irréel. Mais en même temps, cela avait du sens, parce que la vérité a ce pouvoir étrange. D'abord, elle détruit les défenses de ceux qui tentent de la nier. Ensuite, elle révèle ce qui était caché dans l'obscurité. J'ai tenu bon, non pas parce que je le voulais, mais parce que je le pouvais enfin. Et c'était trop nouveau pour moi. Elle secoua la tête, répétant qu'elle n'avait aucune intention de me faire du mal, que tout avait dégénéré, qu'elle était nerveuse, sous pression, fatiguée, qu'il ne savait pas quoi dire. Cela avait été mal interprété, mais je connaissais ce schéma. C'était comme toujours. Quand il se sent en puissance, il avance. Lorsqu'elle perd le contrôle, elle se replonge dans le rôle de victime. Et dans ce couloir, ce qui s'effondrait n'était pas qu'un procès. C'était tout le cycle que je portais depuis l'enfance. Je me suis souvenu des nuits où je lui ai demandé de croire en moi et elle m'a dit de me taire. Des années où j'essayais d'expliquer ce que je ressentais et elle disait que j'exagérais. Le jour où elle a pleuré devant les voisins en disant que je lui avais fait honte. Et là, la voyant s'effondrer face à sa propre incohérence, j'ai compris que c'était peut-être le moment le plus honnête entre nous, parce qu'elle ne savait plus comment contrôler le récit. Et, sans récit, seule elle restait. Une femme qui n'a jamais su comment gérer sa propre douleur et qui, par conséquent, a déversé la sienne sur moi. Je reculais encore, créant une distance qui semblait nécessaire. Pas physiquement, mais émotionnelle. Elle l'avait remarqué, et cela la brisait encore plus. Elle essaya de s'approcher, mais son propre corps refusa, comme si le mensonge lui avait vidé toute la force qu'elle pensait avoir. Tout le couloir semblait observer en silence, même si personne n'était là à part nous. C'était comme si l'espace avait été créé juste pour cet instant, comme si la vie avait attendu des années pour que cette conversation, cette vision, ait enfin lieu. J'aimerais juste que tu ne me laisses pas seule, finit-elle par dire. Mais cela ne correspondait pas à ce qui s'est passé au tribunal. Parce qu'elle n'était pas seule, elle m'a laissé tranquille.
Et elle l'a répété tellement de fois que c'est devenu normal pour elle. Et donc, pour la première fois, j'ai répondu sans peur, sans culpabilité et sans le besoin de la protéger de sa propre conscience. Je ne t'ai jamais laissée seule, maman. Mais tu m'as toujours quittée. Elle s'enfonça dans ses propres larmes, comme si elle l'avait entendu pour la première fois de sa vie. Peut-être que si. Peut-être que personne n'aurait eu le courage de le dire. Ou peut-être n'avait-elle jamais eu le courage d'écouter. Alors j'ai fait ce que je devais faire. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas trop expliqué. Je me suis contentée de respirer et de dire, avec le calme de quelqu'un qui comprend enfin sa propre valeur, « Je pars maintenant ». Et j'y suis allée. En franchissant la porte de sortie du palais de justice, l'air frais m'a frappé le visage comme un avertissement silencieux que dorénavant, rien ne serait plus pareil. Je pris une profonde inspiration, sentant mes épaules s'affaisser un peu, comme si je portais une valise enfin posée au sol. Mais ce n'était pas vraiment un soulagement. C'était une autre genre de sensation. Quelque chose entre la liberté et le deuil. Comme si j'enterrais une partie de mon histoire tout en apprenant à marcher sans elle. À l'intérieur, ma mère pleurait encore, essayant de reconstituer des justifications impossibles. Mais à l'extérieur, le monde semblait indifférent. Des gens passaient en vitesse, des voitures klaxonnaient, quelqu'un riait sur le trottoir du café devant. C'était étrange de voir comment la vie se déroulait normalement, alors que la mienne semblait être déplacée de quelques centimètres par rapport à l'axe. Je descendis lentement les marches, m'accrochant à la rambarde, comme si ce fer glacé pouvait m'ancrer. Chaque étape avait un poids émotionnel différent, comme si mon esprit revisitait de vieilles scènes sans demander la permission. Je l'ai vu se disputer avec moi lors des anniversaires. Je l'ai vu me traiter d'exagéré parce que je ressentais de la douleur. Je l'ai vu rire de situations qui me blessaient. Je l'ai vu me laisser seule quand j'avais juste besoin de soutien. Et maintenant, après tout, la dernière image la montrait en train de trébucher sur ses propres mots devant un juge. Son masque tombant avec le même bruit silencieux d'un verre qui se fissure avant de se briser. Au bas du couloir intérieur, j'ai entendu la porte claquer et j'ai reconnu ses pas se précipiter derrière moi. Je n'avais pas besoin de regarder. Je le savais. Ma mère courait toujours après les choses quand elle réalisait qu'elle perdait le contrôle. Quand elle réalisait que je m'échappais de ses mains, pas physiquement, mais émotionnellement. Elle trouvait toujours une demande, un cri, une tentative de réorganiser le récit autour de sa propre culpabilité. Je connaissais ce cycle comme je connaissais le son de mon nom. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas arrêtée immédiatement. J'ai continué à marcher, la laissant gérer son propre désespoir sans que j'essaie de la calmer. Elle m'a rejointe au milieu du trottoir, tenant mon bras avec des doigts tremblants. J'ai regardé cette main qui tenait si souvent la mienne quand j'étais enfant, et maintenant elle semblait si petite, tellement désespérée. Elle prononça mon nom, presque à voix basse, et je tournai lentement la tête, gardant ma respiration régulière. Je ne voulais pas perdre le contrôle. Je ne voulais pas rendre la douleur par la colère. Elle voulait juste être consciente de ce que je ressentais. Et c'était déjà plus que ce qu'elle pouvait faire de toute sa vie. « Tu ne peux pas partir comme ça, sans me parler, sans essayer », dit-elle, la voix déchirée. Je l'ai observée quelques secondes qui m'ont semblé trop longues, et j'ai réalisé que c'était la première fois qu'elle me parlait sans attaquer, sans accuser, sans inverser la situation. Mais c'était aussi la première fois que je n'avais pas à accepter cette miette de vulnérabilité comme un grand geste. Je me contentais de respirer. « Maman, tu as essayé de détruire ma crédibilité aujourd'hui, devant des inconnus, devant la loi. » Ma voix tremblait, mais pas de désespoir, de fermeté émotionnelle. « Tu jures que je mens, et quand la vérité éclate, tu cours après moi comme si de rien n'était. » Elle a serré mon bras plus fort, mais je l'ai lâché calmement, pas brusquement. Je me dépouillais juste du récit qu'elle essayait de reconstruire là, debout, au milieu de la rue. Elle secoua la tête, niant tout, même après tout ça, même après avoir trébuché sur ses mensonges. Et c'est là que j'ai réalisé que ce moment concernait peut-être plus moi que la sienne. Parce que je ne pouvais pas lui faire changer d'avis, je ne pouvais pas changer sa peur, ma figueuil, mon besoin compulsif d'avoir raison. Mais cela pourrait changer ma façon de réagir. Elle a commencé à dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle était nerveuse, qu'elle était sous pression, qu'elle ne voulait pas que les choses prennent cette proportion. Mais c'étaient des excuses fragiles, aussi fragiles que son contrôle devant le juge. Je la laisse parler, parce que parfois, écouter ne signifie pas accepter. Cela signifie mettre fin au cycle.
Quand elle a finalement manqué de mots, j'ai ressenti une étrange vague de silence en moi. Un silence organisé, clair, ferme. Je n'ai pas baissé la voix, je ne me suis pas inclinée émotionnellement, je n'ai pas essayé d'alléger le poids de la réalité. Je l'ai simplement regardée dans les yeux et j'ai dit « Je ne peux plus être ta défense émotionnelle pendant que tu m'attaques ». Elle ouvrit la bouche, mais ne put répondre. L'expression semblait avoir atteint un endroit profond, peut-être un endroit qu'elle-même avait évité de regarder pendant des années. Je ne sais pas si elle a vraiment compris. Peut-être bien, peut-être pas. Mais pour la première fois, j'ai dit quelque chose que je me devais, pas quelque chose que j'ai dit pour la protéger. Certaines personnes dans la rue ont commencé à regarder, non pas avec jugement, mais avec cette curiosité naturelle que les passagers ont lorsqu'ils réalisent qu'il arrive quelque chose d'important à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Je m'en fichais, parce que pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas pour maintenir les apparences que ma mère avait toujours exigées. Elle a repris contact, mais j'ai reculé d'un pas. Pas hostile, juste nécessaire. J'avais besoin de cette distance pour respirer, comprendre, exister sans son ombre émotionnelle. Et quand je me suis éloignée, quelque chose dans son visage s'est effondré. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la fierté, c'était la peur. La vraie peur de perdre la seule personne qui a toujours été là pour la soutenir. « S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi », dit-elle, presque sans voix. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. Je n'ai jamais été une fille pour elle. J'étais une ancre. J'étais une béquille émotionnelle. J'étais l'endroit où elle déposait toute la douleur non résolue. Et maintenant que je partais, elle ne savait plus comment se lever. J'ai pris une profonde inspiration et laissé sortir l'air lentement, comme quelqu'un qui apprend à sortir d'une captivité silencieuse. Et j'ai répondu avec le calme de quelqu'un qui a enfin compris sa propre valeur. « Je ne te quitte pas, maman. Je m'éloigne de la douleur. » Et j'ai continué à marcher. Quand j'ai dit à ma mère que je laissais la douleur et non la sienne, un silence si profond s'est installé que même le bruit des voitures a semblé disparaître quelques secondes. Elle se tenait au milieu du trottoir, comme si mes mots lui avaient arraché le dernier soutien émotionnel qu'elle avait. J'ai continué à marcher, pas vite, sans courir, mais à un rythme régulier, comme quelqu'un qui a enfin compris qu'il n'a pas besoin de fuir ou de se cacher pour protéger son propre cœur. Chaque étape ressemblait à un chapitre qui se refermait, non pas avec colère, mais avec conscience. Conclusion, liberté. Mais je sentais encore son regard dans mon dos. Un regard lourd, non pas de jugement, mais de quelqu'un qui réalise enfin qu'il a franchi une ligne de non-retour. Elle a essayé de m'appeler une dernière fois, mais la voix n'est pas sortie. Et peut-être que c'était la première fois de ma vie que ma mère était sans voix. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que la vérité avait rempli tout l'espace où sa version de l'histoire vivait autrefois. Et il n'y avait plus moyen de l'ignorer. J'ai tourné le coin et je me suis assis quelques minutes sur un banc à côté du palais de justice. Des gens passaient, certains parlant au téléphone, d'autres distraits par les tâches de la journée, et là, dans cette vie qui continuait d'être indifférente à mon effondrement émotionnel, j'ai réalisé l'ampleur de ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement à propos de ce qu'elle avait dit devant le juge. Il ne s'agissait pas du processus, ni de qui aurait raison légalement. Il s'agissait de décennies de récits déséquilibrés. C'était à peu près la première fois que la vérité n'avait pas besoin d'être criée pour être entendue. Cela apparaissait simplement, naturel, inévitable, absolu, quand ma mère bafouillait sur ses propres mots. En prenant une profonde inspiration et en laissant l'air froid pénétrer dans mes poumons, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une sorte de paix qui ne dépend de l'approbation de personne. C'était comme si un bruit intérieur avait été coupé. Le bruit qui disait toujours « Prouve que tu es assez bien, explique, justifie, tiens bon ». Pour la première fois, je n'ai rien eu à prouver. La vérité s'est révélée. Et cela m'a donné une force tranquille dont je ne savais pas qu'elle existait. Mon avocat est parti quelques minutes plus tard et m'a trouvé là. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Peut-être parce qu'il connaissait déjà la réponse complexe cachée derrière cette question. Il a simplement posé sa main sur mon épaule et a dit, avec une sincérité que peu de gens peuvent avoir, « Tu étais fort là-dedans. Et ce n'est pas une question de victoire. C'est une question de survivre. » J'ai juste secoué la tête parce qu'il avait raison. Parfois, la victoire n'est pas une explosion d'applaudissements. Parfois, c'est juste le silence après la tempête. Cette fois, ma mère n'est pas venue me chercher. Peut-être parce qu'il comprenait que courir n'aiderait pas.
Peut-être parce qu'elle a compris que ce qui s'est effondré, ce n'était pas notre relation. C'était la façon déformée dont elle avait toujours essayé de la construire. Le masque tomba sur le terrain, mais ce qui s'est brisé, c'était avant cela. Et je savais que même si elle essayait, je ne pourrais plus revenir à l'état émotionnel où j'avais vécu avant. Parce que cet endroit n'a jamais été un foyer. C'était juste sur mesure. C'était juste une habitude de la douleur. Je me suis levée du banc et j'ai commencé à marcher dans la rue, sentant le soleil filtrera à travers les arbres toucher mes bras. Et en avançant, j'ai senti une profonde compréhension prendre forme en moi. Parfois, la justice n'arrive pas dans la sentence d'un juge. Parfois, cela arrive quand quelqu'un voit, ce que vous avez passé toute votre vie à essayer de montrer. La justice, ce jour-là, n'était pas ma mère qui perdait son discours. La justice était que je récupère la mienne. Et plus j'avançais, plus je comprenais que je n'avais pas besoin d'excuses parfaites, ni d'une réconciliation forcée, ni de longues explications douloureuses. Parfois, la réparation vient d'un simple fait. Vous n'êtes plus prêt à porter une culpabilité qui ne vous appartient pas. Il n'est plus disposé à soutenir des châteaux construits sur les sables émotionnels. Elle n'est plus prête à se taire pour correspondre à l'attente de quelqu'un qui n'a jamais entendu toute sa vérité. Je suis arrivé à l'arrêt de bus sur Main Street et je me suis assis à nouveau. Non pas par fatigue physique, mais parce que mon corps traitait encore toute l'intensité qu'il avait subie. Un monsieur assis à côté de moi a dit un simple « bonjour » et j'ai répondu par un léger sourire. La vie continuait, le monde continuait et j'étais toujours avec lui, pour la première fois depuis longtemps, sans le fardeau de m'expliquer. À l'approche du bus, j'ai senti mon téléphone vibrer. C'était un message de ma mère. 3 mots seulement. « On peut parler plus tard ?» J'ai fixé l'écran quelques secondes. Je ne me suis pas senti en colère. Je ne me suis pas senti désolée. J'ai ressenti de la clarté. Enfin, la clarté. Et j'ai répondu avec la sincérité calme que je n'ai jamais su faire preuve avec elle. Quand tu seras prêt pour la vérité, moi aussi. Envoyeur. J'ai rangé le téléphone. Je suis monté dans le bus. Je me suis assis près de la fenêtre. Et quand les rues ont commencé à passer dehors, j'ai compris que, contrairement à ce que j'avais vécu tant d'années, cette fois je ne fuyais pas ce moment. Je revenais à moi. Et cela, sans aucun doute, fut la victoire la plus discrète et la plus profonde que je pouvais avoir.